Thank you very much for attending with this webinar with the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great Britain. My name is Dominique Verley, and together with Vincent Librecht, my colleague, we developed the international department of the Chamber of Commerce of Brabant Wallon. Big success for today's webinar. We did not imagine such a big participation, but some recent news in the media brought Brexit on the forefront of international attention again. Let me introduce to you Michel van Honecker, Chairman, and Philippe Sauvage, Director of the Belgium-Luxembourg Chamber of Commerce in Great Britain. In only half an hour, we will cover the most important points, and we will then invite you to ask your question to the speakers. If not enough time, contact them afterwards directly, please. The seminar will be in English and French. The presentation is in French. It's up to you, Michel. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme Dominique a dit, je vais continuer en anglais parce qu'on a pas mal d'anglophones aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir les slides? Oui. Très bien. Donc, nous avons la vision de votre bureau, donc Belgique. Yes. Je vais essayer. Je ne veux pas changer. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je peux faire, c'est stop the share and start again. Je m'excuse. Hein. Pas de souci. Voilà, parfait. Ça marche maintenant? OK, très bien. On l'a en plein écran. OK, donc, what are the changes from the 1st of January 2021? Because that is, of course, the date when everything will change, or more precisely, on the 31st of December at 11 o'clock UK time. First of all, what we see is that the free circulation of goods will stop. So I think everybody's aware of that. A lot of our companies we work with, they work with delivery duty paid. So that means that the British customers expecting the goods to arrive at their doorstep in the UK without having to pay anything. So if you work with people like Lidl or Sainsbury's or Tesco's, that's definitely what they will ask you. That means that as a company, you will have a Belgian company exporting to the UK, you will have to be ready with an EORI number in Belgium. You will have to familiarize yourself with the PLDA system, which is the Belgian e-custom system. And you might want to appoint also a customs agent to help you with all these steps you have to take. But at the same time, and that's very important, if you want them to deliver these goods to your UK customer at his doorstep, you need a VAT number, a numéro de TVA in Great Britain, as well as an EORI number. And that's something the BLCC can do for you. We are still on the first slide. Shouldn't we go further in the slides? No? Yep, sorry. Mine is moving there. Not here. On est toujours sur la première page. Oui. Wait. Okay. Sorry about that. So that will be better. Okay. So as I said, you have to do things in Belgium, but also in Great Britain. And one of the things is get a VAT number in Great Britain and an EORI number, as well as engage a fiscal agent. Now that is something the BLCC can do for you. So it is not difficult, but obviously if you've never done it before, it takes a lot of time. We do it already for many companies who have taken action and have decided that they want to be ready on time because it's less than 3 months. And we expect that the British taxman will be very busy in November and December. Of course, if your customer says, we will do all the importing, you don't have to worry about too much, as you will see here in an Ex Works scenario.
The other thing which is very important to know is that whilst the EU is ready to accept goods from the UK as a third country, which they will become, the UK has not been prepared so well. So they have introduced a staged border control. So if you are exporting, that's what we call non-controlled goods, so normal goods really, you will have time until the 1st of July to declare and make proper declarations to the UK customs. Of course, you can't send goods without doing anything. You will have to make sure that you keep all your records up to date before and so from the 1st of January onwards. However, if you have goods which are subject to excise, like the typical examples are alcohol and tobacco, but also animals or plants with high risk, then you will have to be ready on the 1st of January, and checks will be done by the UK customs. On the 1st of April, we get another second category of products which will be checked properly. And then, as said, only from the 1st of July will all other products be subject to checks by the UK customs. Import duties, that's another thing which can change. At the moment, of course, we don't have a deal yet, and we don't know whether we'll get one. So we have to take into account that there might be no deal. Everybody wants no tariffs, everybody wants no quota, but again, we're not sure. So it is very important you check the link on this slide where you will find how much the UK will levy on your goods when they come into the UK. Now, a lot of goods are zero tariff. A lot of goods are very low tariffs, like 1%, 2%, 3%, but there are certain categories which are very high and heavily taxed, and that's cars, food, certain clothes, textiles, and plastics. So that is crucial. You check this so you are prepared to charge your customers the correct price. VAT, so when you are exporting your goods on the 1st of January, you will not have to charge VAT to the UK customer. Your declaration will have to be made on what they call Extrastat. I'm sure everybody knows Intrastat, which we're using at the moment, but obviously that will come to an end. In the UK, an importer, that can be you if you work on the DDP, for example, will have to pay VAT on the import of goods. However, you will not have to put the cash on the table, because yesterday I heard from HMRC, so the British tax man, that they will allow what they call postponed VAT accounting, which is very similar to what you do now, whereby you on your declaration you put in the VAT, but at the same time you deduct it again. So in terms of cash flow, that is very good news for importers indeed. Also crucial is that you speak to your transport company. Are they ready? They should be, or at least they should be very busy getting ready. For example, one of the things will be that the driver of the truck which takes your goods over the border will have to have a master reference number, but also he will have to have your EORI number with him, so he can prove that the goods on his truck have been pre-lodged, because the idea is that everything which comes into the UK will be kind of declared before it arrives in the UK. And the way for customs to know that will be through the driver. That's simple, well, one of the ways anyway. But if they do a check, if he doesn't have that number, we have a problem. Sadly enough, we also come to the end of the free movement of people, one of the reasons why we have Brexit in the first place, I think. This is still not 100% clear whether you will need a passport or if you can use your identity card, for example. But I think the most important thing here is that as a business person, when you come to the UK to do business, you will not need a visum. So that's good news. However, this is restricted between 90 days or 6 months.
We don't know yet. But of course, if you send somebody over to work here, then you will need a VISUM, which will be a new system for the UK, which has been enrolled at the moment, been developed really. And that will be points-based. And that means that, for example, people will have to prove that they have a certain knowledge of English, that they have certain qualifications, that this job cannot be done by a British person, etc. So it becomes a little bit like in Australia. Again, the Chamber can help here because we're already dealing with cases from outside the EU, but obviously, as from the 1st of January, the EU will be treated like the rest of the world. Packaging. So a lot of you might have packaging for your products. For example, if you have pre-packed food, you will need a UK address on the packaging, so you can't use your Belgian address any longer. Again, here the BLCC can help. We can provide an address. Sadly enough, again, today I can't confirm everything because even the government doesn't know exactly yet what the conditions will be. But the only thing we can tell you is that, yes, an address, a UK address will be needed. Other changes are, of course, the labeling of the goods. Everybody is familiar with the CE label of the Communauté Européenne. That will be replaced in the UK by a UKCA label. This label will not be recognized in the EU, and vice versa. The CE labeling will cease to exist by the end of 2022. So if you have any goods still in the UK which haven't been sold, etc., that's not a problem. So on the 1st of January, you don't have to take them back to Belgium and try to sell them here. Normally, we will be able to keep them, or you will be able to keep them in the UK market for sales until the end of 22 or even mid-23. Of course, this will all be extra costs, as you can imagine. Intellectual property, the good news here is that if, for example, you have deposited a trademark before the end of December this year, this will automatically be accepted by the British system, which again is a new system. After the 1st of January, however, you will have to do a separate registration of your trademark or your model, etc. So that will be, once again, extra costs. So to kind of, well, not conclude, but to give you a quick briefing on the current situation, I'm sure you're all aware that the discussions aren't going particularly well. So what are the main problems? Well, the main problem is fisheries, which is very symbolic, but also very emotional, I think, on both sides, to be honest. However, all sources we know think there can be found a solution. So it's only a very, very small part, of course, of the total picture. And in terms of economics, it's relatively small. The biggest problem, however, is what they call the level playing field. And that means the EU does not want the UK to be able to give subsidies to certain sectors and certain industries without the EU kind of knowing about it and agreeing to it. Because otherwise the UK can create, for example, a very competitive sector which they subsidize, whilst in the EU, the rules say you can't subsidize that sector. So that's the main sticking point, which has now even been made worse, as you probably have heard in the news yesterday, because Boris Johnson is trying to get kind of away from the withdrawal agreement, which was agreed last December. So that means that despite the fact that many businesses and people still think things will end all well, there's no assurance, basically. We still have to prepare today for a no deal. And let's hope it doesn't get to that, let's be clear. But even if there's a deal, and it might be only a limited deal, a lot of things, as I've just have shown you, will change, and one cannot wait any longer. And I must say, I'm quite surprised about the number of companies who are not prepared at all yet in Belgium. 6 quick tips for you. So first of all, if you haven't done it yet,
definitely do a Brexit impact scan on the website of the Ministry of Economy in Belgium. Check your costs. As I said, there will be possibly import duties, but also costs with regard to extra administration, filling in paperwork, etc. Check the website, which you will have seen on one of the previous slides about import duties, and there you just put your customs code of your product, and you will see how much the British customs will charge you, if any. Then what we expect if there's no deal, the pounds will probably become, well, it will be €1 for £1, if not less. So that will obviously have a big effect on your income if you charge customers at the moment in pound sterling. Check your packaging. Also check your contracts, and Philip will cover that in 30 seconds time. And then, of course, you can always contact us, especially if you want to register for VAT, if you need an EORI number in the UK, if you want a UK address, if you want a visa for employees, or, and as many companies have done already as well, if you want to establish a UK limited, which in that case then becomes your UK importer, so you can control everything yourself, and your British customers just get the goods as they get them today without having to worry about importing. Philip, the floor is yours. Voilà, merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais malheureusement, heureusement, couper la caméra. Mon Wi-Fi ici à la maison n'est pas idéal, donc je préfère que vous m'entendiez que vous me voyiez. Voilà. Donc, comme Michel vient de vous l'expliquer, il est regrettable de constater que nous évoluons encore aujourd'hui dans un climat de suspense, et cela encore pendant quelques semaines au moins. Next. Cependant, nous pouvons toutefois affirmer qu'avec certitude que le Brexit aura des incidences juridiques multiples. Il sera dès lors question aujourd'hui de s'attarder sur son impact dans le domaine contractuel et en particulier dans le secteur de relations de travail et donc du droit du travail anglais, et dans un second temps dans le secteur des relations d'affaires. Next. Au niveau de l'influence du Brexit sur le droit du travail anglais, quels sont les types de règles susceptibles de changer à partir du mois de janvier 2021? Cette analyse suppose tout d'abord d'établir une distinction entre deux sortes de régimes. Le premier, un régime strictement issu du système britannique, et le deuxième, un régime issu de l'application des normes de l'Union européenne. Suivante. En ce qui concerne donc les règles strictement britanniques, il y a en réalité peu de risques que ces règles subissent du fait du Brexit. Je pourrais citer comme exemple les législations suivantes sur le licenciement abusif, sur le salaire minimum, sur les congés de paternité, sur le travail flexible. Suivante. Mais quid en fait des règles édictées en application du droit de l'Union européenne? Pour ce qui est de ces règles, l'analyse est plus complexe. En effet, d'un côté, un certain nombre de règles issues par le droit de l'Union européenne ou de son influence présentent aujourd'hui des principes bien ancrés et des acquis sociaux. Donc, on pourrait penser qu'une quelconque modification serait très mal accueillie. À titre d'exemple, on peut citer le congé de maternité, qui est par exemple ici en Angleterre accordé jusqu'à 52 semaines, soit largement supérieur au minimum imposé par l'Union européenne. On peut citer le congé parental, on peut citer la protection contre toute discrimination liée au sexe, origine ethnique, handicap, âge, religion, orientation sexuelle. Les deux derniers, en fait, sont tirés tout droit de l'Union européenne. Donc, concernant ces règles, il y a très peu de chances qu'elles soient modifiées. Next, please. Par contre, d'un autre côté, toutes les règles n'ont pas ce statut particulier. Du point de vue britannique, la sortie du Royaume-Uni vise essentiellement à corriger les carences et les faiblesses du droit européen.
Dès lors, il est probable que nous aurons l'occasion d'assister soit à une modification de dispositions de portée moindre, comme par exemple la réglementation applicable au soit nous pourrions assister à une réforme de texte trop complexe ou inadaptée. Comme exemple, je pourrais mentionner le 2P Regulation. Comme vous le savez, c'est un texte très compliqué et peut-être inadapté dans certains cas. Le 2P Regulation, pour vous repréciser, c'est quand une société décide de transférer ses employés de la société vers une autre société, que ce soit une nouvelle société ou une société sœur. Donc, en conclusion, pour cette première partie, il est difficile de prévoir l'avenir et les différentes évolutions en la matière seront le fruit de choix politiques. Il appartiendra dès lors aux organismes et départements des ressources humaines, de vos ressources humaines, d'assurer un travail de veille juridique actif, ainsi qu'un devoir d'information par rapport à tout impact potentiel du Brexit sur le statut de vos salariés. Suivante. Mais qu'en est-il de l'influence du Brexit sur les contrats d'affaires ou sur les contrats commerciaux? Le Brexit va entraîner, comme on sait, l'abandon des références au droit de l'Union européenne pour cibler et afficher le Royaume-Uni comme étant un État complètement autonome. Comme nous l'avons pu l'évoquer tout à l'heure, nous avons un certain nombre de certitudes sur les effets que va provoquer ce retrait, mais malheureusement, nous avons également beaucoup de certitudes. Alors, désolé d'insister encore sur ces incertitudes, mais il faut bien garder à l'esprit que ces incertitudes et ces inconnus peuvent malheureusement devenir des pièges pour tout contractant européen, c'est-à-dire toutes ces belges comme vous, en l'occurrence, qui auraient un lien commercial avec le Royaume-Uni. Dès lors, des difficultés sont à craindre. Celles-ci peuvent être liées, par exemple, à la complexification des opérations internationales ou à des échanges plus longs, plus coûteux. Et tout cela peut avoir des conséquences financières imprévisibles, voire dramatiques. Malheureusement, les parties à un contrat commercial en cours ou des contrats commerciaux en cours, d'exécution ou même en pourparlers, n'auront pas d'autre choix que d'accepter d'évoluer dans ce contexte instable. Donc la seule solution que je pourrais vous proposer, c'est de répondre à cette insécurité juridique et essayer de vous doter et de doter vos contrats de remèdes adaptés. Dès lors, si je peux me permettre, un conseil que je donnerais à toute société, qu'elle soit partie future ou existante à un contrat commercial avec le Royaume-Uni, serait de prévoir ou de faire insérer impérativement certaines clauses dans ceci. Ces clauses pourraient donc toucher un ou plusieurs des trois volets suivants. Celui de l'adaptation du contrat, celui de la rupture du contrat ou celui de la gestion du contentieux. Suivante, s'il vous plaît. Alors, au sujet de l'adaptation du contrat, donc plusieurs clauses permettraient d'appréhender les éventuelles difficultés liées au Brexit. Par exemple, on pourrait penser à l'insertion d'une clause d'indexation, c'est-à-dire une clause qui viserait à adapter automatiquement le prix. Une telle clause suppose la détermination d'un indice économique dont dépendra le prix d'un produit ou d'un service, comme par exemple l'indice du coût de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. On pourrait peut-être prévoir l'insertion d'une clause de changement de devise. Ces clauses peuvent être utiles dans la mesure où la sortie du Royaume-Uni affectera la valeur, comme vous le savez, de la livre et de l'euro. Comme exemple pratique, un contrat pourrait prévoir pour le paiement que la monnaie nationale de l'acheteur soit écartée au profit de la monnaie nationale du vendeur en fonction du cours de la devise. On pourrait envisager aussi l'insertion d'une clause de hardship. Une telle disposition permet en fait la renégociation du prix lorsqu'une circonstance nouvelle bouleverse l'équilibre économique du contrat. Par exemple, dans le secteur du commerce maritime, un fretteur qui loue son navire pourrait faire valoir une renégociation des conditions du contrat en raison d'une augmentation du prix du carburant ou encore de travaux qui lui seraient imposés
pour des raisons de conformité à des règles de sécurité. On pourrait également envisager l'insertion d'une clause MAC, Material Adverse Change. Ce type de clause permet aux co-contractants de ne pas donner suite aux circonstances évoluent de telle manière que la rentabilité économique, la rentabilité et non comme précédemment l'équilibre économique, mais la rentabilité ici économique de l'opération disparaît. L'avantage de cette clause réside dans le fait que la dite circonstance n'a pas à être imprévisible pour qu'elle soit valide et effective. Comme exemple pratique, on pourrait insérer dans un contrat de vente de société une définition d'un seuil de rentabilité économique. Et si la rentabilité est trop affectée par le Brexit et a par exemple un impact trop grand sur le prix de vente, donc le prix d'achat, il y aurait donc une possibilité de ne pas donner suite à l'exécution du contrat. Pour terminer, on pourrait proposer l'insertion d'une clause de benchmarking. Donc, ces clauses visent en fait à favoriser la concurrence. Elle permet à une société, souvent acheteuse, de faire appel à une autre société externe afin que celle-ci s'assure que le prix d'achat, par exemple, soit toujours juste et toujours correct par rapport à l'offre du marché. Une telle clause peut donc imposer une étude régulière et une renégociation possible des conditions d'achat. Suivante. Au niveau de la rupture du contrat. La rupture du contrat liée aux conséquences du Brexit peut également être abordée de plusieurs manières. Par exemple, par l'insertion d'une clause de résiliation unilatérale. Ce type de disposition vise un droit à terminer le contrat en cas de survenance d'un événement indépendant de tout manquement par une partie à ses obligations contractuelles. Ici encore, la précision dans la rédaction de la clause est essentielle. L'événement doit être précis et bien précisé et bien défini, tout comme les différentes modalités de la rupture. Quid de la force majeure? Je sais que beaucoup de personnes, je sais qu'au début du Brexit, la force majeure revenait souvent dans les discussions. En fait, il faut noter maintenant que le Brexit en lui-même n'est plus considéré comme une circonstance imprévisible. Et malheureusement, cette notion d'imprévisibilité est une des conditions de la mise en œuvre de la force majeure. Toutefois, il serait peut-être possible de définir certains effets du Brexit comme pouvant constituer, donc certains effets, pas le Brexit en lui-même, comme pouvant constituer un événement de force majeure et d'en indiquer les conséquences. Enfin, et là je fais une petite parenthèse, dans la perspective du droit anglais, certains pourraient mentionner la notion de frustration, qui a comme effet de libérer les parties du contrat si le contrat est devenu sans intérêt ou devenu illégal ou impossible à exécuter. Il faut toutefois malheureusement écarter cette option. En effet, dernièrement, un juge anglais s'est récemment montré réticent à reconnaître le Brexit comme une clause de frustration. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un bail commercial avec une société européenne qui s'appelait l'European Medical Agency sur le territoire anglais avec un propriétaire anglais. Et le juge avait estimé que personne n'obligeait en fait l'European Medical Agency de quitter le territoire. Et donc, cette personne avait essayé d'invoquer la frustration pour la rupture du contrat de bail. Et le juge a décidé que non, on ne forçait pas la personne à quitter le territoire, donc il n'y avait pas frustration. Next. Alors, finalement, qu'en est-il de la gestion du contentieux? Comme vous le savez, certainement, les règles régissant les conflits de loi et les conflits de juridiction sont essentiels en matière de relations d'affaires internationales. Mais dans le contexte du post-Brexit, rien ne garantit que les règlements européens incontournables en matière, comme vous le savez peut-être Rome 1 ou Bruxelles 1 bis, resteront applicables. Dès lors, un effort et encore de rédaction sur ces clauses de compétence est nécessaire. D'abord pour la détermination précise de la juridiction compétente, exclusivement ou non exclusivement, et ensuite sur la détermination de la loi applicable au contrat. Car dans ce contexte d'insécurité où la réglementation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, est susceptible d'évoluer, il est essentiel de déterminer la loi applicable au contrat.
Alors, c'est un peu vague, mais une solution qui paraît ou qui semble pallier à ces problèmes serait d'insérer une clause compromissoire qui en fait connaît de plus en plus un grand succès. Cette clause se décrit comme visant la désignation d'un acte serait effectivement un remède à l'incertitude sur la juridiction compétente et en plus donnerait le bénéfice de la reconnaissance incontestable de la sentence arbitrale à l'international. Donc cela en fait un outil particulièrement adapté dans cette logique de prévention. Donc une clause compromissoire semblerait la solution idéale au niveau compétences, juridiction, loi. Voilà, prochaine suivante, s'il vous plaît. J'ai terminé donc mon exposé sur l'impact du Brexit au niveau juridique. Merci de votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long ou trop ennuyeux. Je sais que le droit a tendance de temps en temps à endormir les auditeurs. Donc, blague à part, si vous avez des questions, on est à l'écoute, Michel et moi. Vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez en dernière page du slide ici numéro de téléphone, coordonnées de Michel, coordonnées de moi et un lien vers le site internet de la Chambre de commerce. Voilà, merci de votre attention. Eh bien, merci à tous pour votre attention et surtout merci à Michel et Philippe pour tous les détails concernant d'une part les aspects juridiques, mais d'autre part les aspects plutôt douaniers qui se présentent comme étant assez compliqués. Donc, comme Michel et Philippe vous l'ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Là, on a quelques minutes pour une question ou deux. Mais l'idéal, ce serait de contacter directement Philippe ou Michel par mail par après. Donc, vous avez les adresses email en copie du mail que je vous ai envoyé ce matin avec le lien Zoom. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Je ne vois personne. Je n'ai pas vu non plus de chat. Non, je n'en ai pas vu non plus. Non? Ok. Eh bien, alors, on peut terminer. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que les chambres de commerce sont un réseau de chambres de commerce belges à l'étranger qui est très efficace, notamment celle-ci pour le Royaume-Uni. Nous avions déjà fait un webinaire avec la France, la chambre de commerce franco-belge à Lille au mois de juillet. Et prochainement, nous organiserons un autre webinaire de ce type avec la chambre de commerce belge en Chine. Voilà, la Chine en fait a réussi à contrôler le Covid. Comment est-ce que finalement ça s'arrange plus ou moins? Donc, soyez sur la balle pour regarder notre agenda de temps à autre et vous aurez la date bientôt. Encore merci Philippe, encore merci Michel. Avec plaisir. Juste une petite précision pour les participants. Vous allez recevoir d'ici, peut-être encore aujourd'hui, sinon demain, juste un petit formulaire de satisfaction. Ça nous aide pour améliorer les webinaires, etc. Donc, si vous pouvez avoir la gentillesse de répondre et donner vos impressions, ça va très vite. Voilà, c'était une question quand même, une question. Quid des tarifs d'importation des produits UK vers l'Union européenne de Francesco de Pascal? On a vite encore 2-3 minutes pour répondre. Si c'est possible. Michel? Oui, j'écoute. Oui, donc en fait, Francesco de Pascal pose cette question de quid des tarifs d'importation des produits UK vers l'Union européenne? En principe, le WTO, donc le... World Trade Organization. Oui. Oui. Donc, il y a un site web aussi où on peut trouver je peux l'envoyer. Ah oui, d'accord. Tu peux me l'envoyer, puis je l'envoie aux participants. OK. Oui. Ça va, merci Michel. Je t'en prie. Voilà, Francesco de Pascal, vous allez avoir la réponse. Merci beaucoup. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.